my sunshine. I'm painting myself. I'm painting myself. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je démarre ce podcast, juste une envie de partager et j'ai envie de te dire de ne pas perdre ton fil, de le tisser déjà et puis ensuite de le suivre. Et pour moi, c'est une clé en fait de ton équilibre. Et c'est vrai qu'on nous apprend quand on est enfant des bases. C'est censé être des recettes pour s'en sortir dans la vie, pour même parfois réussir dans la vie. Des recettes qui sont peut-être censées nous apporter le bonheur. Alors c'est quoi ces recettes? Ces recettes ou ces repères. Ça va être d'être poli, ça va être de bien travailler à l'école, ça va être de rechercher l'amour, l'argent, la sécurité. Et puis, voilà, de se réaliser professionnellement. Grosso modo, voilà dans quel cadre est-ce que on nous élève. Et puis, finalement, ça semble donner des personnes qui savent où elles vont. Et puis, on se rend compte que même si à l'adolescence, on remet un petit peu tout en question, pour ceux en tout cas qui en ont la force et qui ont cet espace de liberté-là, voilà, si on fait ça pendant l'adolescence, il n'empêche que à l'âge adulte, peu sont ceux qui ont tout remis à plat, qui se sont posés de vraies questions pour tisser leur propre fil et le suivre en fait. Et je voudrais vous donner deux, trois clés qui peuvent avoir l'air d'être évidentes quand on les entend comme ça, mais qui dans le réel des situations compliquées, des situations bousculantes, douloureuses, dans les situations où on est tiraillé, où on ne sait pas dans quelle position mentale être, quel choix faire, etc. Voilà, sont des clés qui ouvrent des portes et des fenêtres qui sont assez libératrices et surtout qui nous ressemblent, qui permettent de nous redéfinir comme on a envie en fait d'être défini. Alors, ces clés pour moi d'abord, c'est nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui est vraiment important pour nous? Et pendant qu'on se pose la question de ce qui est vraiment important pour nous, c'est de se dire est-ce que c'est des valeurs que j'ai vraiment choisies ou est-ce que ce sont des valeurs qui m'ont été soufflées à l'oreille toute ma vie par mes amis, mes parents, la culture de laquelle je suis proche, les films que je regarde, la culture musicale que j'ai, l'école, le boulot, bref. Donc, qu'est-ce qui est important pour moi et est-ce que c'est vraiment moi qui le choisis? Ce travail est super intéressant. Et il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Moi, je sais qu'en tant que coach, j'ai appliqué la méthode d'une confrère avec laquelle j'avais travaillé, qui m'avait d'ailleurs suivi en coaching et j'aime beaucoup cette méthode et elle est très simple. Elle consiste à juste prendre une liste de valeurs. Il y en a plein, on en trouve de partout, une liste de valeurs la plus exhaustive possible. Et l'idée, c'est de prendre son temps, de vraiment prendre son temps et de ne pas aller sur les valeurs qui nous semblent évidentes, mais d'aller sur les valeurs qui nous mettent le plus en joie, celles qu'on trouve les plus lumineuses, boostantes, plaisantes. C'est pas forcément celles que l'on a déjà, ça peut aussi être celles qu'on a envie en fait d'incarner, de voir dans notre vie, dans nos relations, etc. Donc te voilà avec cette liste. Te voilà en quête des valeurs que tu vas choisir. Et l'idée, c'est de choisir le maximum dans un premier temps. Une fois que tu as fait ce choix, donc que tu as entouré par exemple ou listé sur un papier ta série de valeurs, en tout cas lors de ton premier round, tu les regardes, tu les observes. Puis là, généralement, il y a quelque chose d'assez étonnant, quoi. Tu te dis, ah ouais, quand même. Ouais, finalement, j'ai très envie
quoi. J'ai très envie de vivre ces valeurs-là et c'est pas forcément des valeurs auxquelles tu t'attendais avant de faire l'exercice. Et puis l'idée, ça sera ensuite de réduire le nombre de valeurs lors de ton deuxième round. L'idée est d'arriver à peu près à une dizaine de valeurs. Une dizaine de valeurs. Tu vas voir qu'il y a des doublons, il y a des valeurs qui se font écho l'une et l'autre. Et justement, quand tu vas devoir choisir entre 2-3 valeurs qui se ressemblent, le choix lui-même est aussi un indicateur de ce qui est important pour toi, ce que tu as envie de défendre, d'incarner, de vivre, quoi. Et puis, à la fin, tu finis avec 3 à 5 valeurs maximum. Et ces valeurs-là, tu les regardes. Tu les regardes et tu t'en imprègnes, quitte à les noter. Tu vois, quelque part sur ton miroir, près de ton lit, peu importe, dans un endroit où tu les vois régulièrement sans forcément prendre le temps de t'appuyer dessus. Mais tu vas voir que le travail va se faire sur ton inconscient et que finalement, c'est un peu quelque chose que tu lances comme ça à l'univers. Ça a l'air complètement gnangnan, ce travail-là, mais honnêtement, pour l'avoir fait et puis pour l'avoir fait faire à d'autres, ce qui est juste extraordinaire, c'est que les situations qui vont venir après ce travail-là vont t'interroger justement sur tes valeurs. Et quand tu décides finalement de vouloir matérialiser, cristalliser, être le témoin, l'acteur de ces valeurs-là, tu le vis et ça te fait du bien. Et puis surtout, tu t'éloignes de ce qui n'est pas proche de ces valeurs. Et quelque part, non seulement ça va te permettre de décider des choses, de trancher, de continuer à te redéfinir, mais aussi ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un effet de priorisation en fait assez naturel. C'est-à-dire que par rapport à différents champs de vie, différents domaines de vie, tu vas te rendre compte que tu vas donner la priorité à des choses et puis il y a des choses que tu vas vouloir redessiner. Je vous donne un exemple parce que là c'est quand même assez abstrait. Moi quand j'ai fait ce boulot-là, il y a une valeur à laquelle je m'attendais pas du tout dans la liste. En tombant dessus, mais tout mon être a bondi quoi. C'était la virtuosité. La virtuosité. Et j'ai adoré parce que dans cette valeur, il y avait l'idée de créativité, il y avait l'idée du beau, il y avait l'idée de l'éclat aussi de cette espèce de transe dans laquelle on peut être quand on est en train de réaliser quelque chose qui est juste magique, quoi. Parce que la virtuosité, c'est ça, c'est quand on est en train de créer quelque chose de magique. Et en fait, ça peut paraître très prétentieux comme ça de prime abord, mais en tout cas, moi, dans mon entendement, la virtuosité, c'est justement quelque chose qui vient de moi, mais qui vient de tout ce qui n'est pas moi aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour créer quelque chose de magique, il y a une forme de co-création entre moi et puis tout l'univers, quoi. Et ça rend humble et ça rend hyper reconnaissant. Ça donne envie de bien faire, ça donne envie d'être créatif, ça donne envie d'être ouvert et ça met dans une certaine dynamique, une exigence sans pression, une exigence joyeuse. Vous voyez comme avec juste une valeur et un mot, il y a plein de choses qui en sortent. Et avec cette idée de virtuosité, j'ai commencé comme ça à regarder ce que je produisais, ce que je créais, que ça soit la cuisine, tout simplement, que ça soit des sorties entre amis, que ça soit ma façon de m'habiller, que ça soit les cours que je donne parce que je suis enseignante, que ça soit voilà, j'avais envie de saupoudrer de virtuosité toute mon existence. Donc ça veut dire que j'ai eu envie de saupoudrer de créativité, de beauté, de co-création, de dynamisme, d'engouement, le maximum de choses, quoi. Et du coup, quand je m'éloignais de ça, quand j'arrivais à traiter certains sujets de façon morne, insatisfaisante, sous pression, quand c'était trop intellectuel, etc. Voilà, je me rendais compte que ça fonctionnait pas si bien que ça parce que j'étais pas en train de raisonner avec l'une des valeurs que j'avais choisies. Voilà, et ça m'a énormément aidée. Et c'est vrai que quand je me rappelle des valeurs que j'ai choisies, ça me fait du bien, ça me recadre et ça me rebooste. Et puis en plus de ça, on a tendance à être contagieux de nos valeurs. Donc c'est cool, c'est très très chouette, ça se partage.
Dernière précision sur ces valeurs qui nous permettent de nous définir et de nous redéfinir, c'est que ce travail sur les valeurs, on peut le faire plusieurs fois, on peut inventer d'autres façons aussi de les choisir, parce qu'on évolue et qu'en fonction des périodes, des challenges et de ce qu'on ne veut plus et de ce que l'on veut, parfois, eh bien, ce petit nombre de valeurs que l'on finit par choisir, ces 3 ou 5 valeurs essentielles, voilà, elles changent et puis elles nous accompagnent pendant un temps. Puis d'autres reviennent, d'autres viennent. Certaines s'en vont de notre bout de papier, mais restent en nous. Voilà, c'est assez beau. Donc voilà, j'en reviens du coup à ce que je disais au début. L'une des recettes d'une vie équilibrée et d'une vie harmonieuse. Je vais pas vous vendre le bonheur, je sais que c'est très à la mode, mais ça ne me ressemble pas. Donc l'un des secrets d'une vie harmonieuse et d'une vie équilibrée, c'est effectivement de prendre soin de tisser notre fil de vie avec un fil qui serait celui de nos valeurs. Mais le fil dont je parle, en fait, il est constitué de plein de fils. On pourrait dire que c'est presque une corde qui nous lie à la vie, quoi. Donc d'abord les valeurs, et puis ensuite les besoins. Sur les besoins, vous pouvez faire exactement le même travail en termes de sélection, partir d'un grand nombre et arriver à 3 à 5 besoins et de les laisser résonner. Ensuite, le travail sur les besoins ne va pas le travail de réflexion et d'incarnation sur les besoins ne va pas se faire de la même façon que pour les valeurs. Et puis, juste un petit rappel, les valeurs, c'est ce qui est important pour nous et les besoins, c'est ce qu'on estime être nécessaire à notre bien-être, physique, mental, psychologique, bref, donnez les mots que vous voulez. En gros, ce dont on a besoin pour être bien avec nous, avec les autres. Petit warning, les besoins ne sont pas une excuse pour être dictateur. C'est parce que vous avez identifié des besoins qui sont importants pour vous que vous allez forcément aller les imposer aux gens avec lesquels vous interagissez. Exemple, vous avez besoin de sécurité. C'est pas parce que vous aviez repéré qu'il était important pour vous de vous sentir en sécurité que vous allez commencer à casser les pieds à tout le monde. Je vous donne un exemple avec, je sais pas moi, avec une amie, avec votre petit copain. Quand tu ne me réponds pas dans l'heure à un texto, je me sens en angoisse, moi j'ai besoin de sécurité, donc voilà. Non, c'est quelque chose dont on peut parler, c'est quelque chose que l'on peut exprimer parce que ça aide les autres, ça aide en tout cas les gens qui ont envie de répondre à vos besoins, d'essayer, oui, de vous comprendre et puis de les satisfaire. Mais c'est si eux ont envie, on peut pas obliger les gens à répondre à nos besoins. Ça c'est le premier truc. Donc vos besoins ne sont pas une dictature. Et puis deuxième chose, la première personne qui est responsable de la réponse à ces besoins, c'est nous, quoi. C'est toi, c'est vous. Si j'ai besoin de sécurité, c'est à moi de savoir de quelle façon est-ce que je vais essayer de répondre. C'est même pas, je vais essayer de quelle façon je vais répondre à ce besoin. Moi et par moi et pour moi. Et avec le plaisir en plus de découvrir que de façon autonome et indépendante, je rentre dans cette démarche et je me donne les chances de répondre à ce besoin par moi-même. Et c'est cool d'un point de vue relationnel parce que ça enlève la pression aux autres. C'est cool d'un point de vue personnel parce que ça booste considérablement l'estime de soi, notamment la confiance en soi, c'est ce qui est relatif aux compétences. Et puis ça fait du bien aux autres parce que quand on sait répondre à nos besoins, on est aussi à même de pouvoir aider les autres à répondre à leurs besoins par eux et pour eux. Donc c'est hyper libérateur. Et dernière petite chose, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à répondre à un besoin là tout de suite dans l'immédiat, juste après l'avoir identifié, que c'est la fin du monde. Ça peut être une belle histoire que celle de répondre à un besoin, ça peut prendre des années. Mais l'idée c'est de regarder et de célébrer chaque progrès que l'on fait vers la réponse à ce besoin. Voilà, donc sur les valeurs et sur les besoins. Et puis un troisième élément, un troisième fil de cette construction de cordes qui nous relie à la vie et à l'univers, c'est la gestion de nos émotions.
la gestion de nos émotions, et je dis pas la maîtrise, je dis pas le contrôle. Oui, je sais, on nous a élevés dans une société où bon, limite faut les taire quoi, les émotions, limite, c'est comme si on n'avait pas le droit d'avoir des émotions et puis même quand on a le droit d'avoir des émotions, il faut qu'elles soient exprimées forcément d'une certaine façon. Elles sont hyper genrées, c'est-à-dire qu'elles sont, souvent catégorisées par genre et autorisées par genre. Hein, la tristesse, oui, oui, c'est sympa pour les hommes. Non, pardon, je fais, je fais un lapsus. C'est sympa pour les femmes, c'est acceptable pour les femmes. Pour les hommes, bof moyen. Ou dans des cas extrêmes, c'est-à-dire que les hommes ont le droit d'être tristes, mais que dans des cas extrêmes, complètement hallucinant et source de grande douleur. Non, les émotions, avant de savoir les gérer, il faut savoir ce que c'est déjà. Donc une émotion, c'est une réponse de votre corps par rapport à une situation. C'est dans le corps que ça se passe, avant que ça se passe dans la tête. Les sentiments, eux, sont plus dans la tête, sont beaucoup plus intellectualisés et ont tendance à être de plus longue durée. Hein, une émotion, c'est quelque chose qui va arriver de façon subite et qui va se ressentir dans le corps. Alors on dit qu'il y a 5 émotions de base. La joie, on va commencer par ce qui semble être le plus cool, la joie, la peur, la colère, la tristesse et la surprise. Certains, pour la 5e, parleront de surprise ou de dégoût. Hein. Moi, je préfère parler de surprise. Mais sinon, on pourrait dire qu'il y en a 6 et rajouter le dégoût. Voilà. Et puis, toutes les autres émotions, en réalité, ne sont que des mix d'émotions. Par exemple, un sentiment, une émotion d'envie. Quand je parle d'envie, c'est ce qui serait proche du sentiment de jalousie. Hein. J'envie quelqu'un et puis ça me remue. Voilà. Ça va être par exemple un mélange de colère et de tristesse, par exemple. Mais la jalousie peut être une émotion aussi, hein, ça peut être quelque chose de très subit et d'assez bref. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est de savoir ce qu'est une émotion, de la distinguer du sentiment et de se rendre compte qu'en réalité, plus vous allez essayer de la comprimer, de la nier, de la rejeter, de vouloir complètement la contrôler, plus elle va prendre de l'ampleur. Ça va faire effet cocotte minute. Et qu'en réalité, la meilleure façon de gérer une émotion, c'est de faire 2 trucs. Première chose, c'est de la laisser venir, de l'observer en fait, mais vraiment de l'observer, comme si on était en train de regarder, de nous observer comme un personnage de film, avec toutes les sensations que ça fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Observer ce que ça fait en faisant un step back, en reculant un petit peu, en essayant de se mettre un petit peu à distance. Au début, c'est un peu compliqué, mais vous verrez qu'à force, franchement, c'est hyper simple et naturel et que ça vient assez vite. Donc, première chose, observer l'émotion et tous les effets que ça a et tous les messages. Et puis ensuite, justement, c'est de se focaliser sur ce que vient nous dire l'émotion. Si je reprends l'exemple de l'envie ou de la jalousie, ça vient peut-être nous porter un message qui serait, allez, attendez, il faut que je sois créative. Je suis trop dépendante de mon amoureux. Je suis trop dépendante dans le sens où j'en souffre et que j'ai besoin d'être toujours rassurée. Donc, du coup, message positif, ça serait à moi d'être plus indépendante et autonome émotionnellement. Et ah bah oui, bah du coup, il faut peut-être que je bosse sur mon estime de moi. Et ma confiance en moi. Je vous donne un autre exemple. J'en sais rien. Je me fais bousculer et je m'agace, je m'énerve. Je suis dans la rue, je suis à Paris et je crie sur la personne qui vient de me bousculer. Voilà, je frôle le scandale quoi. Puis ensuite, j'observe et le message, ça serait quoi? Ça serait, par exemple, je n'accepte pas que quelqu'un franchisse certaines limites ou ne respecte pas certaines limites ou ne me respecte pas. Pour moi, il est important d'être respecté. Le simple fait de se rendre compte que cette émotion véhicule ce message, ça vous aidera, peut-être pas du jour au lendemain, mais ça vous permettra en tout cas de ne plus vivre cette émotion de façon aussi forte ou de même plus la vivre à force. La prochaine fois que quelqu'un vous bouscule, ouais, vous savez que non, là, c'est une limite que vous n'avez pas envie qu'on franchisse, qu'on vous bouscule sans vous excuser. Et vous serez à même de dire à la personne, monsieur ou madame, la moindre des choses quand on bouscule quelqu'un, c'est de dire pardon. Peut-être pas une phrase aussi longue, mais l'émotion de colère ne va pas
envahir autant et va pas vous bousiller les 5, 10, 15, 20 minutes qui suivent. Parce que, bon, il y a des gens qui vont halluciner en entendant ça, mais oui, il y a des personnes qui peuvent rester bloquées pendant 20 minutes sur un épisode comme ça, quoi. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire sur la gestion des émotions. Et puis ensuite, il y a les croyances. Ça, c'est mon dada. Les croyances. Les croyances, c'est le quatrième fil de votre corde. Les croyances, j'adore parce que c'est vraiment un truc à double tranchant, quoi. C'est comme un poignard, quoi. Un truc qui peut vous sauver, qui peut être utile, avec lequel vous pouvez vous blesser. Voilà. C'est à vous de savoir manier cet outil. Mais surtout, la différence entre une croyance et un poignard, c'est que le poignard, on le voit. La croyance, on s'en rend pas compte. Et on se rend pas compte du pouvoir qu'elle a. Bon, je referai de toutes les façons quelque chose de spécifique aux croyances, mais en gros, on a tendance à vivre ce que l'on croit. Et c'est pas le contraire. Ça se passe pas dans le sens où on vit quelque chose et puis ensuite on construit des croyances. Non, malheureusement, je vous demande de me croire sur parole. De toute façon, une fois que je vous aurai dit ça, que vous soyez d'accord ou pas, vous allez essayer de l'observer dans votre vie et puis vous allez très vite voir ce que je veux dire et vous allez très vite voir que les gens qui ont des croyances différentes sur des domaines ne vivent pas la même chose. Et vous allez comprendre que la pensée que l'on peut avoir est vraiment créatrice d'énormément de situations. Donc l'idée, c'est de se rendre compte que les croyances existent, que les croyances vont attirer des situations à nous et que les croyances, du coup, peuvent nous être bénéfiques ou au contraire limitantes. En tout cas, elles peuvent nous freiner, elles peuvent nous retarder, elles peuvent nous faire répéter les mêmes schémas difficiles, destructeurs, etc. Et c'est possible, en fait, de remplacer une croyance limitante par une autre qui nous est plus bénéfique. Alors l'idée, c'est pas de faire thèse-antithèse, de limiter une croyance limitante par son extrême opposé qui serait positif. Le travail se fait un petit peu différemment. Comment vous résumer ça? Très honnêtement, ça c'est un travail qui se fait généralement en coaching. C'est pas toujours simple de le faire seul, mais pour les personnes qui n'auraient pas envie de se faire coacher ou qui n'en auraient ni le temps ni les moyens, l'idée c'est de repérer la croyance qui vous est limitante sur un domaine. Par exemple, en faisant ce métier, je dis n'importe quoi. Par exemple, en étant caissière. Je ne serai jamais à l'aise financièrement. Voilà, c'est une croyance. C'est une croyance qui se base sur votre expérience, sur l'expérience de personnes que vous avez observées, etc. Elle est limitante parce que tant que vous penserez ça, vous vivrez cette réalité. La remplacer par une autre croyance positive, si je faisais thèse, antithèse, ça pourrait être c'est en étant caissière, je pourrais tout à fait vivre l'abondance financière. Mais vous voyez bien qu'il y a un truc qui cloche. Du coup, moi, ce que je propose, c'est quelque chose d'un petit peu plus large, parce qu'en fait, là, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a une croyance limitante concernant l'abondance financière. Et du coup, la croyance, pour être bénéfique, c'est quel que soit le métier que je fais, quelle que soit l'activité que je fais, j'attire à moi l'abondance financière. Je crée pour moi des opportunités pour arriver à l'abondance financière, où je suis suffisamment talentueux, compétent et compétente, ou suffisamment travailleur, ou en tout cas, voilà, vous trouvez des qualités, ou tout simplement je suis un aimant à abondance financière. Et peu importe ce que je fais. Et regardez le résultat, vous allez voir. Vous allez voir ce que ça donne. Moi, ça fait des années que je travaille, par exemple, sur l'abondance financière, et je sais que, au fur et à mesure de mes expériences, je viens dénicher les croyances limitantes à ce sujet autour de l'argent. Waouh, j'en ai pas mal, mais j'en ai fait sauter pas mal aussi. Voilà, donc valeurs, besoins, gestion des émotions, croyances. On est bien là. Quatre fils pour tisser votre corde. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Je vous souhaite de savoir vous définir et de vous redéfinir indéfiniment parce que il n'y a jamais rien de statique, que la vie change, nous change et que c'est tant mieux parce que sinon on s'ennuierait. Et donc je vous souhaite de savoir changer avec les changements de la vie et pour le meilleur, et que chaque mouvement de la vie soit pour vous une invitation à être plus fort, plus grand, plus heureux, plus généreux, plus épanoui, et que vous voyez en toute chose une occasion de trouver
de trouver le sourire, même dans les pires expériences. Je vais m'arrêter là sur ce podcast. Je savais pas comment il allait finir, mais j'ai bien l'impression que j'ai été aidée et inspirée. Voilà. À très bientôt. A way to my dreams is drawing itself. The roots of my dreams are digging deeper, and high, so high, the wave of flying around the sunshine. I'm painting myself. I'm painting myself.